Bonjour à tous. Aujourd'hui, au temps d'une bière, on va parler de Hull. On va parler d'une place assez importante à Hull, le ruisseau de la brasserie. Pour ceux qui sont pas à Hull ou connaissent pas Hull, Hull est bel et bien à Gatineau, dans les Outaouais, au Québec. Et je me retrouve probablement en compagnie de la meilleure personne avec qui je devrais avoir cette discussion-là. Je suis avec Michel Prévost, qui est président de la Société d'histoire des Outaouais. De l'Outaouais. De l'Outaouais. Dans 8 podcasts, je vais finir par bien le dire. Oui, c'est parce que dans la région, ce qui est mélangeant, il y a juste un Outaouais, mais des fois, on dit l'Outaouais québécois, Mais oui. comme s'il y avait un Outaouais ontarien, mais ça n'existe pas, ça, en Ontario, l'Outaouais. Alors, il y a un Outaouais, puis c'est l'Outaouais où se situe Gatineau, mais je comprends pourquoi tu dis des Outaouais, parce qu'on pense qu'il y en a deux, mais il y a juste un Outaouais. Ben oui, moi-même, j'ai de la misère à comprendre pourquoi je considère que l'Outaouais, c'est pluriel. Est-ce que c'est parce que c'est une grande région? Est-ce que c'est parce que je viens de l'extérieur? Moi, je viens de Québec. Oui, mais si quelqu'un vient de l'extérieur puis il entend Outaouais québécois, ça suppose qu'il y a un Outaouais ontarien. Puis en Effectivement. Ontario, ça ne s'appelle pas l'Outaouais, c'est l'Est ontarien. Alors, Mais oui. on le voit moins maintenant, mais j'essaie toujours de corriger ça, de dire on n'a pas à dire l'Outaouais québécois. L'Outaouais est au Québec. On ne Oui. dit pas, je sais pas moi, l'Estrie On dit pas les. Ben québécois, non. la Mauricie québécoise. Alors pourquoi on dirait l'Outaouais québécois? C'est l'Outaouais qui est au Québec, mais peut-être aussi c'est en lien la rivière des Outaouais. Des fois, C'est ce si que on je dit pense, ouais. l'Outaouais, ça peut être la rivière des Outaouais Ouais, et ouais, non ouais. pas la région administrative. Ouais, c'est probablement de là que je tiens mon pluriel. Ceci étant dit, pour ceux qui nous écoutent, ne vous laissez pas distraire par ce petit échange sur le pluriel de l'Outaouais. Aujourd'hui, on parle du Vieux-Hall en particulier, c'est-à-dire le quartier historique où a commencé l'histoire urbaine de Gatineau. Pour ce faire, on va déguster une bière locale qui nous est généreusement offerte par BDT, Brasseur du Temps, microbrasserie de la place fondée en 2009. On boit pour l'occasion une Marzen très joliment ambrée, assez maltais, très bon au goût. On remercie les Brasseurs du Temps, on vous encourage à aller les voir une fois de temps en temps, leur dire bonjour, ils sont bien gentils. Michel, Oui, Pierre. nous, il s'adonne qu'on va parler un petit peu des Brasseurs du Temps aujourd'hui. On va parler certainement du bâtiment dans lequel ils se trouvent, qui est un peu une pièce historique fondamentale finalement dans l'histoire de Gatineau. Surtout le lieu, parce que c'est lié à Philemon Wright. Philemon Wright, c'est un Mhm. personnage qui est très, très important pour l'Outaouais. Contrairement à d'autres régions du Québec, l'Outaouais a été peuplé d'une façon permanente très tardivement. Bien sûr, sur la rivière des Outaouais, là, dès Samuel de Champlain passe en 1613, le premier Francis, c'est Étienne Brûlé en 1610. Mais pendant toute la Nouvelle-France, l'Outaouais, c'est un lieu de passage. C'est la voie royale pour le commerce des fourrures. Puis les autorités ne veulent pas que les gens viennent s'établir en Outaouais parce Ah. que la contrebande des fourrures, on s'est dit, s'il y a des colons qui viennent s'établir le long de la rivière, bien, ils vont intercepter les Autochtones qui se dirigeaient vers Montréal ou les coureurs des bois. Et l'autre raison, c'est que ça n'a pas réussi, mais on ne voulait pas un étalement. Alors, on sait que finalement, la Nouvelle-France va s'étaler jusqu'en Nouvelle-Orléans, puis je trouve toujours que c'est l'historien Lionel Groux qui a eu la meilleure expression. La Nouvelle-France, un pied d'argile, un immense territoire, mais avec peu de population. Mhm. Ici, on n'oublie pas de colonisation pendant tout le 17e, 18e. C'est vraiment en 1800 qu'il va y avoir un premier peuplement d'origine européenne, parce qu'ici, on est en territoire algonquin, Anishinaabe. Philemon Wright, c'est un Américain. Il arrive ici en 1800 avec sa famille, sa belle famille, des ouvriers, pour fonder une colonie agricole.
Et là, on se demande, ben, pourquoi quelqu'un part des États-Unis, il venait de Boston, il était déjà bien Ben oui. établi, avec un climat beaucoup plus clément que l'Outaouais. Mais il faut savoir que dès la fin des années 1700, en Nouvelle-Angleterre, il y a déjà surpeuplement et manque de terre. Et pour Philemon Wright, lui, il fait partie d'une école qui accorde de l'importance aux gens non pas sur les titres de noblesse, l'argent, les postes, mais sur la propriété foncière. Mhm. Pour lui, pour sa famille, plus tu as de terre, plus tu devrais être bien considéré dans la société. C'est une façon, là, une ascension sociale. Et lui, il a quand même plusieurs enfants. Et il réalise que s'il veut laisser des grandes terres à ses enfants, il ne pourra pas le faire en Nouvelle-Angleterre. Hmm. Et là, ça tombe bien ici. On est au Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui. Puis le Haut-Canada, ben, c'était l'autre côté, l'Ontario d'aujourd'hui. Mais ici, les autorités britanniques veulent peupler le territoire. Donc, on donne des terres à des entrepreneurs qui s'engagent à faire venir du monde, puis à exploiter ces terres-là. Alors, c'est comme ça que Philemon Wright arrive ici et il fonde sa colonie agricole. Puis il y a des cultures, mais pour survivre, il doit faire tout, là. En fait, c'est quand Il même faut tout pas construire de ses propres mains parce qu'il n'y a rien qui est exactement. disponible. Ben, exactement. Puis peu importe dans le territoire de colonisation où on est, il y a trois choses essentielles. On a un moulin à grains, il faut se nourrir. Mhm. On a un moulin à carder, il faut se vêtir. Carder. Oui, à carder. Est-ce que c'est pas la même racine que pour faire un cardigan? Ben, c'est là que ça vient pour faire des vêtements à carder. Puis le troisième, ben, c'est un moulin à scie parce qu'il faut Mhm. construire des maisons. Alors, Philemon Wright fait tout ça. Et aussi, ben, il va établir une distillerie. Et c'est là que c'est intéressant parce que pendant longtemps, on a dit que Philemon Wright, le fondateur du canton de Hull, cet Américain-là avait fondé une brasserie sur le long de ce qui est aujourd'hui le ruisseau de la brasserie, où est situé les brasseurs du temps, une brasserie en 1813. Mais là, les historiens se sont dit, c'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de population ici pour faire vivre une brasserie. Ah oui. Alors, on a fait plus de recherches pour découvrir que c'était pas une brasserie, c'était une distillerie. C'était de Wow. l'eau forte, là, de la boisson très alcoolisée, de l'alcool là, qui produisait Du là. whisky, peut-être? Oui, beaucoup de whisky, entre autres. Et là, ma grande question, s'il n'y a pas assez de monde pour boire de la bière, mais qui va boire l'alcool, disons, le whisky de M. Wright? Les gens de l'autre côté de la rivière. Mais non, parce qu'il n'y a personne de l'autre côté de la rivière. Ah non? Non, parce que la ville d'Ottawa, Bytown, est fondée en 1826. OK. Hull, en fait, Hmm. Wright Town est fondée en 1800. Non, il n'y a pas de communauté ici. Là. Les plus proches, il faut aller vers ce qui est aujourd'hui là, Merrickville, Burritts Rapids. Ils sont arrivés Hmm. du côté américain, puis ils remontent. Là. Il y a Je... quelqu'un, Wright, c'est un homme d'affaires. Ouais, ouais, ouais. Alors, s'il produit de l'eau de vie, c'est pour la vendre aux Autochtones en échange pour le commerce des fourrures. Ah! C'est sûr qu'au début du 19e siècle, là, c'est le dernier quart de siècle où les fourrures, c'est important. Mais il y a encore une demande quand même. Et Philemon Wright va faire le commerce de son eau de vie avec les Autochtones en 1813. On pense beaucoup plus qu'il aurait fondé sa brasserie en 1821 et ce serait là que ce ruisseau-là, qui on a expliqué, là,
créé l'île de Hull aurait pris le nom de Brewery Creek. Et ce qui est aujourd'hui le boulevard Montcalm s'appelait Brewery Road. Il faut savoir que le canton de Hull est majoritairement anglophone jusqu'en 1856. Ah oui. Alors, c'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de noms anglophones quand vous venez à Ottawa. Mais dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça va complètement s'inverser parce que là, il y a toute la population de la vallée du Saint-Laurent qui va venir s'installer ici pour l'industrie du bois. Puis c'est toute la période, là, pour les gens qui nous écoutent, là, Joe Montferrand, qui est la plus grande figure légendaire de l'Outaouais. Mais ça, je reviendrai un jour pour parler de Joe Montferrand. Là, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Alors, mais on sait avec certitude là, que vers 1821, il y a une brasserie ici. Mais l'âge d'or de la brasserie de Philemon Wright, c'est entre 1827 et 1831, là, à peu près. Qu'est-ce qui se passe durant ces années-là? Bien là, il faut aller regarder de l'autre côté. Ah. C'est la construction du canal Rideau, qui est aujourd'hui un site du patrimoine mondial. C'est le seul site du patrimoine mondial de la région, puis c'est le seul site du patrimoine mondial en Ontario. Mais toi, tu connais bien ça, les sites du patrimoine mondial, tu viens de Québec. Oui, c'est ça, oui, exactement. Mais ici, on n'a pas la même fierté. Là. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est important un site du patrimoine mondial. Et le canal Rideau est creusé en grande partie par des Canadiens, là, des francophones, là, et des Irlandais. Et qu'est-ce que les Irlandais, toi qui connais bien la bière, tu dois très bien savoir que les Irlandais, ce qu'ils préfèrent boire par-dessus tout, moi, je pense même au-delà de l'eau, ils aiment mieux, c'est la bière. Oui, même que si tu me permets une petite parenthèse qui, en fait, est une tangente bien déguisée. Entre 1830 et 1860 aux États-Unis, il y a à peu près 5 millions d'immigrants européens. 60% d'entre eux, c'est des Irlandais et des Allemands. C'est ces gens-là. Les deux aiment la bière. Ben, c'est ça. Les Irlandais et les Allemands, ils apportent non seulement leurs habitudes brassicoles, mais leurs attentes de boire de la bière. Puis ça arrive à un moment où est-ce que, en réalité, l'alcool le plus consommé aux États-Unis, c'est pas de la bière, c'est du whisky. Le whisky est plus abordable, mais aussi plus facile à faire, plus facile à contrebander si on veut. Il est plus facile à trouver en général. La bière commence à devenir un petit peu moins populaire. Et puis là, les Irlandais et les Allemands arrivent en masse, ils apportent des nouvelles techniques brassicoles, mais surtout des attentes de consommation. Ils veulent de la bière, beaucoup de bière. Et ça va repopulariser, ça va redynamiser la bière. Fin de la parenthèse, je comprends que les Irlandais qui arrivent ici à Ottawa s'attendent à se retrouver un petit peu comme chez eux quand ils le peuvent, c'est-à-dire boire de la bonne bière. Exactement. Alors, c'est toi qui m'apprennes des choses. Mais là, il faut savoir qu'il y a un contexte particulier. Le canal Rideau est construit à des fins militaires. Suite à la guerre de 1812, c'est une guerre entre les Britanniques et les Américains. Bon, il n'y a personne qui a gagné, mais on peut dire que les Américains ont perdu. Mais les Anglais ont toujours peur à une revanche. Alors, c'est pas ça qu'on construit le canal Rideau, c'est pour avoir une voie de communication qui ne touche pas les frontières américaines. Parce que pendant la guerre de 1812, là, les autorités britanniques qui se rendent bien compte qu'ils ont été très, très chanceux. Parce que dès que les Américains contrôlent le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Kingston, bien, il n'y a plus de communication entre le Haut et le Bas-Canada, puis entre Montréal et Toronto. Alors, on a développé une voie intérieure. C'est pour ça qu'on a conçu le canal Rideau. Donc, c'est contrôlé par des militaires. Et les militaires, il y a déjà énormément d'accidents de travail. La dernière chose qu'on veut voir, c'est des Irlandais qui arrivent en état d'ébriété. Alors, c'est pour ça qu'on contrôlait la consommation, on essayait du moins de bière de l'autre côté au Canada. Mais quand on arrivait de ce côté-ci, on était au Bas-Canada, puis il n'y avait aucun contrôle. Ah oui, c'est un endroit complètement différent. Là. C'est pas la même loi, c'est pas la même culture. Non, puis on a un juge de paix, mais ce juge-là, c'est Philemon Wright. C'est le même gars qui possède la distillerie et la brasserie. Oui, exactement. Ben là, la distillerie, on pense qu'elle n'existe plus, là.
OK. Là, c'est vraiment on se lance dans la bière, puis ça va vraiment bien fonctionner. La construction du canal Rideau, c'est 1826, 1832, mais 1826, ça commence sur le tard, puis 1832, c'est déjà pas mal fini. Alors, c'est pour ça que on peut penser là, que c'était la bière coulait à flot. Pas les Brasseurs du Temps, à l'époque, c'était pas un restaurant. Là. On ne pouvait pas aller consommer sur C'est une place. Là. brasserie. C'est une brasserie, puis on a des tavernes dans la basse ville, à Bytown, puis aussi dans le secteur là, des chutes de la Chaudière. La boisson coulait à flot à cette époque-là, là, même si on n'est pas encore dans le petit Ouais, c'est bien Chicago. Là. avant, là. Mais la durée de vie, dès les années 1840, là, elle va disparaître, la brasserie. Mais ce qui est intéressant, le nom du ruisseau va rester. Puis, avant Montcalm, ça s'appelait la rue de la brasserie. Alors, c'est intéressant de voir que même si on a une production, dans le fond, qui dure peut-être pas plus qu'une vingtaine d'années, là, à peu près, que ça a quand même marqué l'histoire de la ville. Parce qu'après ça, la brasserie va être transformée en usine de hache. Mais pas De le hache. hache, mais pas comme les usines à hache aujourd'hui, là. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont sourcillé en écoutant ça en se disant Oui, mais quoi? là, je vous ramène toujours qu'est-ce qui domine en Outaouais. Même si Philemon Wright là, était venu ici pour fonder une colonie agricole, il va vite se rendre compte, dès 1806, que l'avenir de l'Outaouais, le développement économique de l'Outaouais, ce n'est pas l'agriculture. Un peu l'agriculture, mais ça va être l'industrie forestière pendant tout Mais oui. le 19e siècle. Puis, à cette fabrique de haches, c'était d'une réputation internationale. Dans le fond, n'oublions pas qu'aujourd'hui, notre outil, c'est les ordinateurs et tout. L'outil du bûcheron, c'est une bonne hache. Alors, les gens étaient vraiment à la recherche d'une bonne hache, puis on va en fabriquer à cet endroit-là. Puis, au début du 19e, au début du 20e, pardon, elle va disparaître, cette usine-là, et là, on va construire le château d'eau de Hall, parce qu'il y avait une chute sur le ruisseau de la brasserie. Et pendant jusque dans les années 70, ça va être le château d'eau de Hall. Puis là, après, ben, la ville grossit, ça devient trop petit. Là, l'édifice va devenir vacant. On va parler de toutes sortes de choses, centre culturel. Mais finalement, ça va devenir un musée qui va fonctionner pendant quelques années. Puis là, ben, au début du 21e siècle, le musée ferme par accident parce que, et j'étais au conseil d'administration à ce moment-là, je sais très bien ce qui s'est passé. Il y a une turbine électrique parce qu'il y a une chute qui est juste à côté de l'écomusée. Puis on nous avait dit, on va faire repartir la turbine, puis l'argent qu'on va faire, ça va aller pour votre musée. Alors, sur papier, c'était extraordinaire, mais il y a eu des calculs qui ont été mal faits et il y a eu du genre de glace, puis ça a envahi le musée. Ce qui fait que là, il y a eu une bataille d'assureurs et tout, puis le musée a fermé, puis il n'a jamais réouvert ses portes. Et là, le bâtiment est encore vacant. Puis nous, à la Société d'histoire de l'Outaouais, on trouvait ça très triste parce que c'est moi, comme président, qui, en 1998, a demandé à la ville de citer le bâtiment monument historique. C'est un beau bâtiment en pierre. Ouais. On a gardé aussi certains éléments parce que, malheureusement, nous, la plupart de nos bâtiments industriels, ils ont été complètement vidés, sauf pour l'ancien château d'eau. Et là, encore, toutes sortes de propositions, mais il y a un groupe qui est arrivé avec un très beau projet, une micro-brasserie d'une part, restaurant, mais aussi musée de la bière. Et c'est un endroit où on met beaucoup en valeur l'histoire de la ville. Quand vous allez à cet endroit-là, puis je vous recommande fortement parce que c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de mémoire. On a mis des photos partout sur les murs, mais c'est des photos
historique, là. Et toutes les photos sont liées à l'histoire de Hull. Puis d'ailleurs, j'ai une de mes photos qui est là. C'est une photo de la brasserie de Philemon Wright, là. Pas, alors, parce qu'il y a eu un article dans Le Devoir où on pensait que c'était encore le même bâtiment. C'est pas le bâtiment d'origine, mais c'est sur le lieu Mhm. d'origine de la brasserie. Le bâtiment lui-même, il a été reconstruit en quelle année? En deux parties, 1903 puis 1910. Alors, c'est quand OK. même un bâtiment centenaire. Ouais, C'est ouais. un beau bâtiment en pierre. Puis aussi, ben, comme il est situé sur le long du ruisseau de la Brasserie, il y a une terrasse et tout. C'est vraiment un des bâtiments là, iconiques. C'est un bâtiment qui appartient toujours à la ville. Ah oui? Alors, oui, parce que les gens pensent que c'est les brasseurs du temps qui sont propriétaires de ce bâtiment-là. Ils jouent un rôle très important. Ils le font vivre parce que Mhm. aujourd'hui, là, c'est bien beau restaurer des bâtiments historiques, mais avant même la restauration, il faut déjà penser à une vocation. Il faut leur donner une seconde vie C'est ça. à ces bâtiments-là. Puis moi, je dis chapeau aux brasseurs du temps. Non seulement ils font une bonne bière, mais ils ont redonné vie à un bâtiment historique. Puis je pense qu'il ne pouvait pas mieux tomber. Tu as une microbrasserie qui est située le long du ruisseau de la brasserie, Ouais. sur le site du fondateur de Hull qui a établi la première brasserie dans la ville. Alors, point de vue coïncidence historique, tu ne peux pas trouver mieux. Ils auraient voulu inventer, puis ils n'auraient pas fait mieux. Puis, je pense ils sont intéressés aussi par l'histoire. Puis, des fois, c'est peut-être aussi juste une commandite, mais c'est intéressant de voir que sur la publicité, on a le journal Le Droit. Parce que Mais oui. s'il y a un autre journal, ben, c'est comme le Soleil de Québec, la Presse de Montréal. Nous, c'est Le Droit. Puis, on a parlé du droit pendant toute la période du petit Chicago. Bien, j'ai peut-être oublié de vous dire que le droit appartient aux Pères Oblats. Les Oblats, ici, c'est une communauté religieuse qui a joué un rôle très, très important. C'est les Oblats de Marie Immaculée. C'est une congrégation religieuse française qui a été reconnue par le pape en 1826. Et le fondateur, c'est l'évêque de Marseille. Et Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal, est allé en France pour faire venir des communautés religieuses ici au Canada, et les Oblats sont venus. Et quand on habite dans la région, comme des noms comme Gig, Monseigneur Gig, ben, c'est le premier évêque catholique de Bytown, c'est le fondateur de l'Université d'Ottawa, c'était un père Oblat, un supérieur Oblat. Alors, les Oblats, c'est eux qui ont fondé l'Université d'Ottawa, le journal Le Droit, la radio CKCH, ils ont des paroisses. Le petit Chicago, là, ben, c'est une paroisse oblate. C'est chez les Pères Oblats. Alors, c'est certain que de leur gros presbytère là, qui existe toujours près du Chariton, j'imagine qu'ils n'aimaient pas trop ce qu'ils voyaient de leur fenêtre. En fait, il y a déjà beaucoup de choses qui se passaient. On ne voyait pas ça des fenêtres, mais on voyait quand même cette foule. Ces gens qui arrivaient d'Ottawa par les ponts, les Pères Oblats voyaient bien ce qui se passe. Alors, c'est pas surprenant que le journal Le Droit favorisait la conscription, là. Pas la conscription, mais La tempérance? La tempérance, qui était tout à fait pour la prohibition, là. C'est pas très, très surprenant. Alors, je trouve ça drôle de voir que le droit est commanditaire des brasseurs du temps, mais c'est un rappel historique. Ils ont joué un rôle très, très important. C'est eux qui avaient la paroisse Notre-Dame de Grâce, où j'ai été baptisé d'ailleurs par un père Oblat. Alors, ça, c'est une congrégation qui a joué un rôle très, très important. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il n'y a même plus un seul Oblat
à Gatineau. C'est quand Ça, même... c'est la question que je voulais te poser parce que depuis tantôt, je meurs de envie de te poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire un oblat? Un oblat, ben c'est le nom qu'ils ont donné. C'est une congrégation qui est de missionnaires. Puis la meilleure expression, ben toi qui viens de Québec, tu connais les Jésuites. Oui. Alors, les Jésuites formaient beaucoup l'élite, la Mhm. crème de la société. Alors que les Oblats, on disait que c'était les Jésuites des campagnes. Ah oui. C'est des gens qui sont près de la classe ouvrière, qui sont près des pauvres. Alors, c'est pour Mhm. ça qu'ils sont ici à Bytown. Ils arrivent dans les années 1840, qui sont très présents à Hull aussi. Alors, je dis toujours que leur mission première, c'était d'aider les démunis, les pauvres. Alors, je me Mhm. suis dit, ils auraient dû être heureux ici parce qu'ils ont pu beaucoup aider. Si tu étais à Gatineau aujourd'hui, le nom Reboul doit aussi te dire quelque chose. Mais le père Reboul, qui est considéré comme le fondateur de la ville de Hull en 1875 et non le canton de Hull, était aussi un oblat. Le père Tabaret, à l'Université d'Ottawa, le pavillon principal s'appelle le père Pavillon Tabaret, mais lui, c'est le bâtisseur de l'université. C'est aussi un père oblat. Puis la majorité de ces oblats-là sont enterrés au cimetière Notre-Dame. Dans le secteur Hull, parce que c'était eux aussi qui étaient propriétaires pendant très longtemps du cimetière. Les Oblats ont joué un rôle très important et je dois dire qu'avant la conversation, je ne les connaissais pas. Euh, Mais il n'y en a plus mais c'est aujourd'hui. ça que j'allais te Il y en a à Ottawa, demander. mais il n'y en a plus à Gatineau. C'est fini ici. Et Oui, à Ottawa, qu'est-ce qu'ils font, les Oblats? ben, les Oblats, ils ont encore la paroisse Sacré-Cœur. Alors, ils ont encore, pendant, en fait, les Oblats jouent un rôle important indirectement à Ottawa. C'est toujours eux qui possèdent l'Université Saint-Paul. Même si c'est une Ah! femme qui est rectrice, là, Madame Beauvais, c'est toujours une propriété des Pères Oblats parce qu'en 1965, puis là, embarque pas trop dans l'histoire de l'Université d'Ottawa parce que là, je peux te garder toute la soirée. Tu as littéralement été leur archiviste. Ben oui, exactement. Alors, en 1965, les Pères Oblats ont quitté l'université, la direction. C'était parce que c'est eux qui avaient fondé le Mhm. Collège de Bytown, qui est devenu l'Université d'Ottawa en 1848, puis ils vont le diriger jusqu'en 65. En 1965, en deux mots, là, on a divisé l'université en deux. Toutes les facultés civiles sont restées à l'Université d'Ottawa et les facultés ecclésiastiques sont allées à l'Université Saint-Paul. Alors, il y a un tronc commun entre l'Université d'Ottawa et l'Université Saint-Paul, ben, c'est le collège de Bytown, mais on peut dire que les Pères Oblats à Saint-Paul, même s'ils ne sont plus là, c'est les héritiers de l'Université d'Ottawa puis du collège de Bytown. Alors, on partage une histoire commune là, entre les deux. Mais toi, tu viens de Québec, c'est normal que tu ne connaisses pas les Oblats parce qu'ils n'ont pas été présents. Comme ici, nous, on n'a pas une présence Mhm. jésuite là, comme à Montréal ou à Québec. Non, Là. c'est vrai qu'à Québec, les Jésuites Ben ont un oui, jouet important dans la création même de différentes municipalités aujourd'hui de la ville de Québec, en tout cas peut-être des sous-municipalités, là, parce qu'il y a eu des fusions. Mais par exemple, moi j'étais à l'ancienne Lorette pendant un moment donné, et puis après ça, il y a eu Loretteville, puis après ça, il y a eu Wendake. Bon, ces trois villes-là, en réalité, relatent l'évolution d'une population de Wendat qui sont finalement des populations de l'est du lac Erie ou Huron qui est en guerre avec les Iroquois, euh, que les Jésuites avaient visités, qui ont été ouais, menés, si on veut, ouais. vers Québec. Puis là, ils se sont installés d'abord à l'île d'Orléans, après ça à l'ancienne-Lorette, après ça à Loretteville, puis après ça, dans l'endroit qui est aujourd'hui considéré comme étant, disons, leur principal lieu de résidence, qui est Wendake. Oui, je connais. C'est ça, c'est les Jésuites qui ont, disons, joué un rôle important dans cette
dans cette installation-là, si on veut. Ben, ici, c'est la même chose. Puis pour les gens là, qui font le trajet entre Montréal puis Ottawa, dans l'Est ontarien, là, il y a beaucoup de municipalités vertes, Embrun, puis là, je pourrais Hmm. continuer. Ben, c'est tous des noms qui viennent du sud de la France, parce que les Ben premiers, oui, c'était des pères Aublats. Puis c'est pour ça qu'on a ces noms-là là, qui Limoges, puis on pourrait continuer, là. Alors, ben c'est oui. intéressant. La toponymie, c'est souvent lié à l'histoire aussi. Puis on trouve les Oblats dans cette histoire. Voyage à travers la religion, à travers les oblats, à travers les différents ruisseaux et affluents qui ont abreuvé pendant le temps de plusieurs bières l'histoire de Gatineau, du Vieux-Hall, de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Saint-Paul. Merci beaucoup, Michel Prévost, d'avoir été avec nous le temps d'une bière. Je vais Pour même terminer deux mon verre. podcasts. On va faire ça en même temps. Un petit cheers. Ben oui, À la santé et au prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés ou de nous avoir vus ou de nous avoir regardés. On vous invite fortement à vous abonner si vous avez aimé notre contenu. Et d'ici là, ben, à la semaine prochaine. Cheers!